puisse pas fournir toutes les informations utiles relatives à une œuvre particulière, donc spécifique, et non pas seulement les informations propres à leur répertoire. Cette première démarche de connexion devrait donc être négociée entre les sociétés de gestion, évidemment, mais le rôle de l'État en sera un de facilitateur, mais aussi d'investisseur, donc une tirelire de départ, de telle sorte que les sociétés canadiennes de gestion collective profiteront de l'ère numérique pour gérer de façon optimale ce répertoire commun. La première de ces avancées va résider dans la qualité de l'information qui sera délivrée, mais aussi le règlement rapide et systématique des redevances aux auteurs et aux ayants droit. Parce qu'aujourd'hui, on peut attendre parfois, on parle de délais de 1 an et demi lorsqu'on travaille avec Copybec. Il faudrait aussi, du coup, envisager un assouplissement de l'accès aux informations, c'est-à-dire une ouverture beaucoup plus libre à ces informations. Et en ce sens, il y a une proposition doctrinale que je trouve pas inintéressante, excessivement intéressante, celle de créer un bureau de publicité foncier en droit d'auteur. C'est une idée de nos cousins français et je pourrais vous donner cette référence. Ça n'a pas été créé pour autant encore de façon pratique. L'idée de ce bureau de publicité foncière consisterait en un guichet unique, un fichier qui est central, qui recense les œuvres et les éléments protégés pour faciliter leur identification et les démarches des exploitants. Quoi, quand, comment faire. Ce registre deviendrait aussi, on peut le dire, d'une certaine façon, une mémoire collective. J'aimerais revenir sur les incidences économiques et pratiques que l'on retrouve dans le marché traditionnel, c'est-à-dire où l'œuvre-objet est tangible, donc qu'on touche, qu'on peut voir, qu'on peut percevoir par nos sens. L'œuvre, en tant qu'objet matériel, peut être localisée de manière très certaine en un point donné du territoire. Nous connaissons son lieu de création, on peut parfois retracer l'itinéraire qu'elle a emprunté pour voyager depuis l'atelier vers la galerie et éventuellement les destinataires ultimes. Mais cette notion de territoire est vraiment la pierre d'angle de tous les systèmes juridiques modernes. Et le fait même de pouvoir localiser une œuvre qui est un objet en soi entraîne de nombreuses conséquences qui sont juridiques, mais aussi fiscales. Alors, quoi faire avec l'œuvre à l'opposé, qui est une œuvre numérique ou numérisée? Donc, l'œuvre-objet qui tend à être territorialement cloisonnée, l'œuvre numérique, elle, par contre, n'a ni territoire ni frontière. Elle est intangible. Cette œuvre JPEG ou autre va voyager en quelques secondes d'un côté à l'autre de la planète. Et les systèmes de paiement sécurisés vont permettre éventuellement de le vendre partout. La tentation est très, très grande pour les acteurs économiques actuels d'utiliser les nouvelles technologies de gestion électronique pour transposer ces modèles économiques actuels dans le marché de l'art traditionnel et les transposer à l'ère numérique, donc dans le cadre d'un monde virtuel. On retrouve d'ailleurs dans le marché de l'art électronique des termes semblables, galeries, les enchères, on va retrouver les taxes, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas la seule à faire le pari, et je cite notamment Dr. Anna Mancini, docteur en droit à Paris, qu'au lieu de dépenser des sommes considérables pour faire sécuriser nos œuvres électroniques par des tiers, il serait peut-être préférable de les vendre à micro-prix et faire des campagnes régulières rappelant aux consommateurs que c'est grâce au respect des droits d'auteur que les œuvres électroniques pourront continuer à être vendues à des micro-prix et que l'abondance informationnelle ainsi va pouvoir se maintenir. Mais on va voir le balancier à cette proposition. Dans le cadre d'une stratégie fiscale qui serait intelligente, qui serait efficace, si on veut que les idées circulent, on pourrait se questionner de la nécessité de l'État ou s'il a vraiment intérêt à prélever des taxes comme la TVH, TVQ et autres sur des œuvres électroniques, parce qu'en réalité, ces prélèvements vont impliquer des nouveaux frais, de nombreux frais de mise en place, d'outils notamment informatiques, le ralentissement de la circulation des œuvres, mais aussi une intrusion à la vie privée, mais en plus va surenchérir le prix de l'œuvre numérique.
En d'autres termes, les consommateurs n'auront plus d'intérêt à pirater ou favoriser le piratage par le fait que les prix sont très bas. Le piratage des œuvres numériques sera de toute façon devenu aussi inintéressant, par les consommateurs, considérant que l'acte peut aussi être fortement répréhensible au niveau pénal ou criminel. Donc, on perd un intérêt pratique à pirater, compte tenu des bas prix. La circulation des idées entraîne avec elle, évidemment, une abondance informationnelle au niveau du Web et qui a nécessairement pour effet de stimuler l'économie. Cette stimulation intellectuelle n'aura pas de précédent et va faire boule de neige dans différents secteurs. Je ne vous dis pas aujourd'hui que les œuvres doivent être gratuites, mais non plus, ce à quoi je vous amène, c'est que ces œuvres électroniques seraient peu chères. Manifestement, le contexte dans lequel s'inscrit la loi sur le droit d'auteur et les institutions du pays en a été transformé par cette nouvelle façon de faire. De même que les relations entre créateurs et usagers, où il y a un respect du droit d'auteur, tant au niveau économique qu'au niveau moral. Donc, quand on parle de morale, pour rappeler, le droit moral, c'est le droit de paternité de l'œuvre d'un artiste face à sa création. Cela dit, le droit d'auteur à contrôler l'utilisation de son œuvre et celui du public à en faire usage vont continuer d'être. Donc, il y aura des paramètres qu'il faudra respecter. Maintenant, il faut alimenter un tel système et de quelle façon? Et je crois qu'une des premières choses à analyser, c'est exhorter les fournisseurs de services Internet, les médias d'information ou de divertissement et les sociétés de télécommunications à verser leur juste quote-part aux créateurs canadiens car ils profitent directement ou indirectement de l'utilisation continue d'œuvres protégées sur le net, le web et au niveau de la communication par télécommunication. La déresponsabilisation actuelle qui est totale de ces fournisseurs d'accès peut conduire à une création de paradis numériques et que je comparais à un paradis fiscal. Donc, il faut se questionner. Maintenant, un fournisseur Internet, c'est quoi? C'est un prestataire technique qui met son serveur connecté en permanence à disposition de ses abonnés pour leur permettre de circuler sur le réseau. Mais ce réseau devient d'autant plus attrayant, donc où on attire encore plus de clientèle lorsque le réseau a un contenu intéressant, ce que nous apportons par notre création. Il est donc à l'avantage des fournisseurs de participer à la rémunération des auteurs sous forme de redevance ou de licence générale. Cela peut se traduire par une facture mensuelle sur le compte client d'une somme supplémentaire de 1 $, par exemple, versable à nos sociétés de gestion collective qui seraient par ailleurs réorganisées. Cette idée reprend celle avancée par Alain Pinault de la Conférence canadienne des arts. Il y aura bien sûr par cette proposition et la mise de l'avant des grincements de dents, mais j'aimerais nous rappeler qu'on a déjà livré des semblables batailles et qu'elles ont été gagnées. En 1984, le gouvernement soulevait dans le livre blanc sur le droit d'auteur qu'un des plus épineux problèmes concernait l'utilisation très répandue que les entreprises de distribution par câble ou par satellite faisaient des œuvres protégées musicales et pour laquelle aucun droit n'était alors versé aux auteurs. La situation a bien changé aujourd'hui. Voici le discours à l'époque qu'on pouvait entendre à la Chambre des communes. Il semble que le Canada ne gagnait rien à accorder des droits d'exécution ou de radiodiffusion pour les enregistrements sonores. Les conventions internationales auxquelles le Canada est parti ne prévoient pas pareil droit. Les radiodiffuseurs soutiennent que les disques qu'ils passent en ondes constituent une publicité et une promotion gratuite qui stimulent les ventes, ce qui indemniserait correctement le fabricant. Moi, je trouve que ce discours ressemble à celui des fournisseurs Internet aujourd'hui. Il y a un parallèle. Les vestons changent, mais le parallèle est à faire. S'il y a des contrats généraux d'intérêt commun qui ont été mis en place dans le cadre d'une gestion collective volontaire d'utilisation en masse d'œuvres musicales, rien ne nous empêche de faire avec les fournisseurs d'Internet et les télédiffuseurs
Donc, on parle même de la télé d'État, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été favorables à rétribuer d'un sou nos artistes en art visuel. Maintenant, un dernier point, mettre à jour le contenu de la loi sur le droit d'auteur canadien. Et je ne parle pas de ce qu'on trouve dans le projet de loi actuel C11, qui reprend à la virgule près l'ancien C32. La loi, effectivement, doit suivre l'évolution de la société. Actuellement, outre les avantages financiers du droit d'auteur propre aux arts visuels, on pourrait parler essentiellement des droits d'exposition, le droit de communiquer au public par télécommunication, le droit de reproduire, le droit de publier, le droit de produire une œuvre, essentiellement. Un tour rapide. On reconnaît au créateur un droit qui est par contre moral, celui qui est attribué donc par la paternité des œuvres et qui permet aussi de prévenir toute déformation ou mutilation de vos œuvres de nature à nuire à leur réputation. Maintenant, où on peut aller avec ça? Peut-on aller plus loin? Le CARFAC et le RAV réclament l'ajout d'un nouveau droit, celui du droit de suite. Lors même, il faut le dire, qu'il existe déjà dans plus de 50 pays. Selon une dépêche du CARFAC qui a été mise en novembre 2000, près de 20 000 $ en redevances ont échappé aux artistes canadiens suite à une seule vente aux enchères tenue par Sotheby's à Rome, donc au Rome à Toronto. Mais déjà en France, où le droit de suite existe, des voix s'élèvent pour indiquer que cette mesure n'est pas encore suffisante. Elle profite essentiellement à une élite artistique. Et ainsi, on réclame maintenant un pourcentage sur le prix de vente des billets d'entrée dans les musées d'État. Alors, pensons-y. J'ajoute que face à l'émergence des nouvelles technologies, il y a lieu de créer au Canada aussi un nouveau droit et distinct pour l'auteur d'une œuvre, soit celle de numériser celle-ci. En fait, c'est adapter le vocabulaire de la loi à la réalité actuelle. Si à l'époque de Gutenberg, l'impression et la publication étaient de bonne loi, au Web 3.0, il faut parler de numérisation et de téléchargement. Alors voilà quelques matières à réflexion. Et si le droit d'auteur constitue la reconnaissance légale du droit exclusif qu'a le créateur d'autoriser l'utilisation de son œuvre et d'en obtenir en contrepartie des bénéfices, rappelez-vous aussi que le gouvernement canadien a lui-même déclaré formellement dans la loi sur le statut de l'artiste qu'il reconnaît l'importance pour l'artiste de recevoir une indemnisation pour l'utilisation et notamment le prêt public de leurs œuvres. Donc, c'est un engagement du gouvernement canadien envers ses citoyens, un engagement qu'il a pris lui-même. Bien que j'ai centré mon allocution sur des questions particulières des œuvres en art visuel, art numérique, art médiatique, sa logique peut aussi être avantageusement appliquée dans un cadre de résolution de conflits au niveau des œuvres littéraires. Donc, c'est possible. Alors voilà comment, avant de vous donner mon mot de la fin, ces choses pourraient se placer. Maintenant, vous dire aussi que ce sont des voies possibles de solutions. Il y a lieu d'en discuter, il y a lieu évidemment d'ouvrir ce débat, mais surtout le commencer et faire en sorte qu'on puisse rémunérer et ne pas précariser encore plus le métier d'artiste. Alors, j'aimerais vous remercier infiniment pour votre écoute. J'espère que cette présentation sera utile dans le débat. Et j'aimerais vous donner à la fin une citation qui est inspirante, qui m'a toujours inspirée dans mes combats, celle d'un leader noir américain pour les droits civiques, Martin Luther King, qui nous rappelait « La liberté n'est jamais donnée par l'oppresseur, elle doit être exigée par l'opprimé. » Alors, voilà.